Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de polygamie, d'hypergamie, de spiritualité. Et aujourd'hui, je vais te parler de la notion de polygamie. En fait, je suis tombée sur une vidéo, un podcast entre Mourad Tellab et Ismaël, où ils abordent beaucoup de sujets, mais donc l'un d'eux se présente comme étant polyamoureux. Donc je vais m'appuyer à la fois sur des choses qu'ils ont dites. Je vais m'appuyer aussi sur 2 autres vidéos et je te mettrai les liens, je te mettrai les références en dessous de cette vidéo pour que tu puisses aller voir par toi-même, écouter par toi-même ce qui est dit dans chacun de ces partages-là. Mais je vais m'en servir. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je ne le suis pas. Mais dans tous les cas, je vais me servir de certains propos et en même temps des miens pour illustrer ce que je veux te partager aujourd'hui. Donc, pour te mettre dans le contexte, je vais t'expliquer un peu les arguments que il avançait dans ce podcast, qui étaient des arguments en faveur donc du polyamour et de la polygamie, sachant qu'il faisait une distinction entre polyamour, qui était la capacité d'être en amour avec plusieurs personnes, et la polygamie, qu'il abordait comme le fait d'avoir des relations avec plusieurs personnes, donc qui implique de l'intimité, de la sexualité. Donc il fait une distinction entre ces 2 points. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que j'ai personnellement vécu des phases dans ma vie de polyamour, de relations multiples. J'ai fait l'expérience de ce genre de choses à certains moments de ma vie. Et puis c'est quelque chose que j'ai arrêté parce que fondamentalement, j'estime ou je ressens plus profondément que c'est pas quelque chose qui me correspond, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement lié à ma façon de fonctionner. Et donc je peux tout à fait comprendre, et au sens où il définit le polyamour, le fait d'être en amour avec différentes personnes. C'est d'ailleurs moi ce qui m'avait amené au départ à aller expérimenter ce genre de structure, parce que j'avais une facilité à être en amour avec plein de gens et que j'avais du mal à différencier cet élan d'amour de la sexualité. C'est-à-dire que j'avais une tendance à, dès que j'avais un élan d'amour vers quelqu'un, à y associer la sexualité, à y associer la notion de couple, de relation, et à vraiment faire un amalgame entre les deux quasi systématiquement. Ça, c'est quelque chose que j'ai déconstruit aujourd'hui et où je comprends totalement la capacité d'être en amour avec différentes personnes. Mais aujourd'hui, pour moi, être en amour avec différentes personnes n'implique pas d'être en relation ou en intimité sexuelle avec différentes personnes. Et donc, je vais me faire l'avocate de la monogamie, au sens de l'exclusivité sexuelle, mais pas que, dans les relations de couple, puisque aujourd'hui, on voit justement toute une vague de mouvements qui vont prôner soit le libertinage ou le polyamour ou peu importe. Et j'ai absolument aucun jugement de valeur là-dessus. Je pense même qu'il y a des gens pour qui c'est juste et probablement OK avec leur chemin de vivre ça. Donc voilà, j'ai déjà fait moi ce type d'expérience-là. Et j'en ai conclu à travers ma propre expérience, et j'ai observé que dans mon cas, cet attrait que je pouvais avoir pour le polyamour ou les relations multiples venait beaucoup de mécanismes de défense, venait beaucoup de peur chez moi, et que j'avais trouvé cette solution à un moment donné pour contrecarrer, comme une sorte de béquille, pour contrecarrer des manques profonds, des failles profondes. Donc l'un des arguments que va donner cet homme en faveur donc du polyamour et de la polygamie est un argument, et l'argument de la nature. Alors l'argument de la nature, on l'entend souvent. L'argument de la nature, il se résume à dire c'est naturel, donc c'est bon, donc c'est souhaitable. C'est un procédé rhétorique qu'on appelle aussi sophisme génétique, qui consiste à faire un raccourci entre ce qui est naturel et bon. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait une contradiction dans son discours, puisqu'à un moment donné, donc il avance cet argument que beaucoup d'animaux
sont polygames dans la nature, donc c'est naturel. Et plus tard, quand ils vont parler des femmes, il va dire que il va prendre l'exemple de la menthe religieuse et dire finalement ce que les femelles dans la nature font naturellement n'est pas nécessairement souhaitable et qu'il ne faut pas nécessairement se fier à ça pour calquer ça sur nos comportements humains. Donc c'est-à-dire d'un côté, en ce qui concerne la polygamie, il va dire ok, c'est naturel donc c'est bon, et de l'autre, il va prendre des exemples de choses qui se passent dans la nature chez les femelles et dire c'est pas forcément cohérent ou pertinent de transposer ça sur les relations humaines. La deuxième chose, c'est qu'il évoque la polygamie. Or, alors tu as peut-être déjà entendu ce terme aujourd'hui, on l'entend un peu à tout va, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, le terme d'hypergamie. C'est-à-dire que la psychologie scientifique, entre guillemets, considère aujourd'hui que oui, l'homme pourrait avoir une tendance naturelle à la polygamie et la femme pourrait avoir une tendance naturelle à l'hypergamie. Donc, je vais te donner une définition rapide, qui est que la polygamie serait la tendance à multiplier les partenaires pour maximiser les chances de transmettre ses gènes. Et l'hypergamie, je la définirais comme multiplier les possibilités et ou les partenaires pour trouver le meilleur parti génétique. Donc, on pourrait dire que, naturellement, l'homme comme la femme, pour des raisons génétiques, évolutionnistes, biologiques, naturelles, vont avoir une tendance à multiplier les possibilités ou multiplier les relations ou les partenaires. La question que j'ai envie de poser dans cette vidéo et qui me semble essentielle, encore une fois, la pertinence de cet argument de la nature. Donc, on peut vraiment remettre en question la pertinence de ce raccourci qui est ce qui est naturel est nécessairement bon ou est nécessairement souhaitable. Je trouve personnellement que c'est à nuancer. Alors, il y a des exemples qui sont pertinents. Je pense notamment aux médicaments, à la médecine. On pourrait dire, la médecine naturelle, le fait de se soigner plutôt par des plantes plutôt qu'avec des produits chimiques, a priori, est meilleur. Ok, dans ce cas-là, c'est valable. Mais il y a des choses qui sont naturelles, qu'on peut considérer comme n'étant pas souhaitables. Je ne mets pas de jugement de valeur de bon ou mauvais, mais comme n'étant pas nécessairement souhaitables. Par exemple, il y a des champignons dans la nature, quand on les mange, on meurt. Il y a autre chose aussi dont Sébastien, avec qui je fais les émissions Power of Love, avait évoqué dans notre première émission, qui est qu'on peut avoir une tendance naturelle à manger en surplus pour faire des réserves. On peut avoir une appétence naturelle pour ce qui est gras. On peut avoir une tendance naturelle à avoir des réflexes de survie. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est par exemple naturel de rechercher la sécurité dans tous les sens du terme. Pourtant, on ne cesse de nous répéter que l'épanouissement au sens le plus large peut venir d'un renoncement à une certaine forme de sécurité. Donc là aussi, il y a une forme d'incohérence. Si on vivait régi uniquement par des lois naturelles, clairement la société telle qu'elle est aujourd'hui, si on se laissait régir par des lois de la jungle, en fait, on passerait notre temps et notre énergie à être animés, mobilisés par des mobiles de survie. Et c'est bien là où je veux en venir, c'est que si on va au bout de cette théorie que ce qui est naturel est nécessairement bon, alors on déconstruit le côté civilisé de l'humanité et on vit selon des lois naturelles ou des lois de la jungle et du coup on va remobiliser une quantité de notre énergie énorme vers de la survie. Puisque ce qui est naturel va aussi nous amener dans des questions de survie. Et c'est là où je veux amener une deuxième question ou une deuxième dimension qui est de quelle nature on parle. Parce que revenir à notre vraie nature peut avoir différents sens. Et si on le cantonne à revenir à notre animalité et à des lois de la jungle d'une certaine manière, et donc en argumentant que la polygamie est naturelle, l'hypergamie est naturelle, donc on va aller dans ces sens-là parce que c'est naturel, on va principalement justement encourager des dynamiques de survie. D'ailleurs, ça fait partie des arguments que j'évoquerai après, qui sont évoqués aussi
enfin que Léo emprunte à la psychologie évolutionniste, à des études statistiques psychologiques. Donc qui est que dans les sociétés, par exemple, dites polygames, il va y avoir beaucoup plus de violence, beaucoup plus de conflits. Donc la question, elle est aussi là, elle est au-delà de nos désirs personnels, au-delà de nos intérêts personnels, au-delà de nos tendances égotiques aussi à utiliser la sexualité, ou primaires à utiliser la sexualité. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, et je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien que le côté primaire, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une voie à laquelle certains tendent, et là je vais rejoindre Charlotte Hoffman dans son propos, qui serait, elle utilise cette phrase, élever l'animalité en esprit, et à rediriger aussi la sexualité d'une manière qui fasse en sorte qu'elle ne soit pas uniquement utilisée au service de notre ego. Et encore une fois, je n'y mets moi non plus aucune notion de bien ou de mal, ni aucune notion de morale. Mais c'est un fait pour moi qu'aujourd'hui, la sexualité est en grande partie utilisée et vécue comme une addiction. Et qu'elle est en grande partie, cette très grande quantité d'énergie que la sexualité peut générer, elle est utilisée pour conforter et nourrir souvent notre ego ou nos systèmes de défense. Alors, une fois que j'ai dit ça, donc en fait, quelque part, moi, mon propos aujourd'hui est de dire cet argument n'est pas valable. Dire ce qui est naturel est nécessairement bon, ça n'est pas valable, selon moi, et cela peut même nous conduire à retourner dans des dynamiques de survie. Et c'est en lien avec ma propre expérience, puisque comme je te le disais tout à l'heure, j'ai moi-même fait des expériences de polyamour et de relations multiples qui, dans mon cas, venaient de dynamiques de survie. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de t'amener différents arguments. Alors, certains qui viennent de moi, certains où justement je m'appuie sur des choses que j'ai réentendues récemment, mais avec lesquelles j'étais déjà d'accord, pour aller en faveur de la monogamie. Le premier, c'est que, comme je le disais, et je te mettrai la vidéo en lien avec ça en dessous, puisque Léo des Philogines l'évoque aussi, la polygamie va générer beaucoup de violence. Elle va générer beaucoup de violence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une minorité d'hommes, donc considérés comme faisant partie du marché primaire dans le marché de l'amour, et là je te renvoie aussi aux vidéos de Léo, dans les relations qui vont bénéficier de sexualité et qui vont même avoir potentiellement plusieurs prétendantes ou plusieurs partenaires qui prétendent la sexualité avec eux. Et ça va faire qu'une grande partie d'hommes qui se trouvent dans le marché secondaire, eux vont être privés potentiellement de sexualité. Alors là, c'est dans le cas où on parle de polygamie et pas d'hypergamie, parce que j'ai pas abordé la question de l'hypergamie ici. Donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup moins d'hommes auront accès à la sexualité, beaucoup plus d'hommes vont être frustrés, beaucoup plus d'hommes vont justement entrer en concurrence, en lutte et en compétition pour obtenir les avantages féminins, et ça va générer un climat beaucoup plus violent. Donc ça, c'est factuel, il n'y a pas encore une fois de notion de morale, c'est des études qui montrent ça, et on pourrait justement penser que instaurer la monogamie est aussi une façon de maintenir une forme d'harmonie, de paix, etc., tout en remettant bien évidemment en question cette idée que l'homme serait nécessairement agressif s'il n'a pas assez accès à de la sexualité, qui est un vrai sujet que je réaborderai probablement plus tard. Alors après, il y a des choses très concrètes, c'est-à-dire que le mélange des souches bactériennes au niveau sexuel, ça favorise les maladies, ça favorise les terrains justement infectieux. Plus on va se mélanger à des partenaires différents, plus on va être en contact avec des souches bactériennes différentes, plus on a de risques de développer de maladies. Donc ça, c'est quelque chose au niveau simplement biologique, naturel, pour le coup. L'autre chose que j'ai envie d'amener et qui commence tout juste à être explorée justement par la communauté scientifique, mais qui est de plus en plus avancée comme étant avérée, c'est les échanges d'ADN qu'il peut y avoir pendant les rapports sexuels. C'est-à-dire que on va récupérer, et je pense que c'est d'autant plus fort chez les femmes, et c'est pas seulement je le pense, et ça fait partie des choses qui sont avancées aussi, on va récupérer une immense partie de l'ADN, mais aussi pour moi de l'énergie. C'est-à-dire que
Quand on a un échange sexuel avec un homme, en tant que femme, on va récupérer une immense partie de son énergie, même si elle est inconsciente, mais aussi de son ADN. Ce qui peut avoir énormément d'implications dans notre propre structure ensuite, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit énergétique, ou qu'elle soit justement biologique. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, et là aussi, je pense que plus on multiplie les sources différentes d'ADN, plus ça crée des complications au niveau biologique, psychologique. Quand on parle, pour moi, d'intégrité, l'intégrité physique, physiologique et psychologique en fait partie. L'autre argument que j'ai envie d'avancer, et qui fait écho à quelque chose qui était dit par Ismaël dans ce podcast, il disait finalement, il y a des choses qui pouvaient être comblées avec une partenaire, mais d'autres qui ne l'étaient pas, et donc le fait d'avoir une autre partenaire venait combler d'autres aspects de moi. Et ce que j'ai envie de remettre en question, c'est cette notion d'être comblé. C'est-à-dire, je suis d'accord avec un propos qu'il tenait, qui est que c'est impossible qu'une seule personne vienne nous combler totalement. Ça n'est pas possible. Mais ce que je remets en question, c'est est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer de chercher d'autres éléments extérieurs pour nous combler, ou, et c'est l'hypothèse que je fais aujourd'hui parce que c'est mon chemin, est-ce que le fait qu'il y ait des endroits où on ne soit absolument jamais comblé ne peut pas être aussi le début ou une amorce vers un chemin que je vais appeler spirituel, qui consisterait justement à retrouver une source d'énergie et d'amour à l'intérieur de soi et à moins demander des sources d'énergie extérieures pour nous combler. D'ailleurs, le simple terme d'être comblé veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un vide, il y a un vide, quelque chose, un manque qui à un moment donné est rempli par quelque chose d'extérieur. Donc la vraie question est, est-ce souhaitable de chercher à être comblé ? Que ce soit par une personne ou par plusieurs, parce qu'on pourrait dire, si je ne suis pas comblé par une, justement, je vais en chercher d'autres pour être enfin comblé. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de remettre en question cette simple démarche qui consiste à chercher à être comblé par des choses extérieures ? Alors moi, je ne suis pas une absolutiste. Je n'ai pas envie de te tenir un discours qui va dire il faut que tout vienne de l'intérieur et que tu sois comblé de l'intérieur absolument par toi-même pour être en relation ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Je pense que ça, c'est dangereux comme type de discours, et je pense qu'il y a toujours une danse entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ce que je dis ici, c'est que à l'endroit où peut-être je fais le constat que rien ne pourra me combler totalement ou définitivement, il y a peut-être une passerelle, en tout cas c'est mon expérience, une ouverture dans ce différentiel entre mon fantasme ou mon aspiration à la réalité et la réalité, et dans cette espèce d'éternelle insatisfaction se trouve potentiellement peut-être une passerelle vers quelque chose, justement, vers une source d'énergie, d'alimentation et de remplissage qui serait autre que juste quelque chose d'extérieur. Bien que l'extérieur puisse contribuer et participer aussi à ça. C'est en ça que je trouve que la monogamie peut être intéressante. C'est que oui, je vais jamais trouver une personne qui comble tout. Ça n'existe pas. Mais c'est justement à l'endroit où je suis mis face à mes vides et face à mes manques que je peux peut-être trouver une autonomie me permettant de découvrir une autre façon de m'alimenter, ou de me nourrir, ou de me contenter, de me remplir. Ça, je trouve que c'est un point clé. Donc ça peut ouvrir, amorcer ce que je vais appeler une sorte de chemin spirituel. Donc il y a quelque part un grand deuil. Moi j'appelle ça le grand deuil. Dans mon livre, je parle du grand deuil, du grand fantasme. Le grand deuil d'être enfin comblé totalement par quelqu'un ou par quelque chose qui nous pousserait potentiellement vers une sorte d'autonomie psychologique et spirituelle. Un autre argument, c'est que pour moi, ça permet d'établir aussi souvent une relation plus profonde. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « creuser plus profond à un même endroit plutôt que moins profond à plusieurs endroits ». Donc, je suis persuadée que ça, c'est un des avantages de la monogamie, c'est que ça nous permet d'aller plus profondément en relation avec l'autre et donc en relation avec soi-même, puisque la relation avec l'autre est toujours un reflet de la relation qu'on a avec soi.
Un autre argument qui est pour le coup de nouveau plus concret, biologique, c'est que ça permet potentiellement, quand il y a un couple monogame, de donner des fondations sécures à un enfant et de l'émanciper des enjeux de survie. Parce qu'un enfant qui va voir, par exemple, un ou deux de ses parents qui ont tout le temps d'autres relations avec des gens qui gravitent, qui sont là, qui sont plus là, etc., ça va créer une forme d'instabilité qui n'est pas toujours nécessairement souhaitable pour le développement d'un enfant. Une autre chose que je trouve très intéressante et qui est un argument pour moi en faveur de la monogamie, c'est que une fois le désir animal, si je puis dire, ou spontané disparu, ce qui arrive tôt ou tard, il va être possible d'explorer une forme de sexualité différente qui n'est plus basée justement uniquement sur ces enjeux biologiques, naturels ou évolutionnistes ou reproductifs. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à explorer une sexualité, alors que certains appellent consciente, que certains appellent sacrée. Moi, j'évite de plus en plus ces termes-là. Je pense notamment au parcours de Jean-Philippe Ruette et de sa femme. Si tu connais pas, tu peux aller voir sa page qui s'appelle Au-delà des écrans, que je trouve absolument magnifique. Donc, qui, eux, ont témoigné de leur découverte d'une sexualité, justement, qui n'était plus basé sur ce désir de départ qui, lui, finit toujours par s'éteindre. Puisqu'il a aussi comme principale, effectivement, vocation, la reproduction et le fait de créer et d'enfanter. L'autre chose, c'est que, pour moi, ça favorise une dynamique d'épanouissement versus une dynamique de plaisir. Juste petite parenthèse, si tu aimes mes contenus, j'y mets du temps, j'y mets de l'énergie, j'y mets de la passion. Si tu aimes mes contenus, commente, like, partage un max. Donc favoriser l'épanouissement plutôt que le plaisir. Je crois que de manière générale, dans nos modes de survie, on va rechercher justement plutôt le plaisir immédiat ou l'anesthésie de la souffrance immédiate plutôt que l'épanouissement. C'est caractéristique de nos modes de survie. Et dans les dynamiques de relations multiples, c'est facile d'obtenir du plaisir. C'est facile d'avoir de la gratification instantanée. C'est facile de nourrir certains de nos besoins. Là aussi, il y a pour moi des vraies questions à se poser sur qu'est-ce qu'on met comme besoin dans la sexualité, dans la relation à l'autre. On va le faire des fois au détriment justement de l'épanouissement. Et je trouve que la notion d'épanouissement est fait beaucoup plus de sens pour moi que la notion de plaisir. Et d'ailleurs, faire des podcasts, que ce soit moi ou ces personnes dont je parle, n'est pas nécessairement naturel dans la nature. On n'a pas de téléphone, dans la nature, on n'a pas de micro, dans la nature, on ne ferait pas de podcast. Pourtant, ça peut contribuer, moi, à mon épanouissement et probablement à l'épanouissement de ces personnes qui font aussi des podcasts. Et ça peut contribuer à l'épanouissement de certaines personnes qui vont écouter ces podcasts. Donc, attention quand on utilise cet argument de la nature, parce que à moins d'aller au bout du truc et d'être extrémiste et de retirer tout ce qui est pas naturel de notre fonctionnement, on peut d'une part revenir à de la survie, mais on peut du coup en même temps passer à côté de notre épanouissement. Parce que notre épanouissement, pour moi, il passe par une forme de conscience beaucoup plus grande que uniquement notre animalité. Ça va intégrer notre animalité. Je pense que c'est super important d'avoir conscience de son animalité, d'avoir conscience de comment elle fonctionne, d'y être connecté. Mais que si c'est que ça sur quoi on se base, l'épanouissement va passer à la trappe. Intégrer le naturel, mais en même temps l'élever pour ne pas en devenir esclave. Être consciente de nos programmes naturels, c'est essentiel. Je crois que la plupart des gens qui se disent dans la spiritualité sont justement dans le déni de leur animalité, et n'ont pas conscience de comment elle fonctionne et se leurrent. Mais de la même manière, quand on se calque uniquement sur la biologie et qu'on nie le reste des dimensions, à un moment donné, ça va atteindre des limites. Je crois que j'ai tout traité. Je sais pas combien de temps, mais cette vidéo, parce que j'ai eu des coupures, je vais devoir faire du montage. Mais encore une fois, commente, like, partage. Si tu as des questions, pose-les-moi, ça peut m'inspirer pour des prochaines vidéos. Si tu as des réflexions que tu as envie de me partager, elles sont les bienvenues. Si ça reste respectueux, bien évidemment. Je te mets les liens donc des vidéos dont je t'ai parlé pour que tu puisses aller voir par toi-même si c'est quelque chose qui t'intéresse.
Et je t'invite à aller découvrir, puisque j'ai 2 processus phares qui sont désir et résonance traumatique et alliance, qui vont reprendre très prochainement. Je vais réouvrir des groupes pour chacun d'eux très prochainement. Donc je t'encourage à aller découvrir ça si tu veux aller plus loin dans l'exploration, l'entraînement et l'expérimentation de ce passage du mode survie au mode vie et transformer tes schémas de répétition en relation. À très vite.